Le chant du savoir, la révolte du village de Kourouma. Partie 1. Le feu sous la cendre. Le soleil se levait sur Kourouma, un village niché entre les collines rouges du Sahel, où les chants du muezzin se mêlaient aux cris des coqs. Dans une petite école coranique faite de bancos et de bois, le jeune maître Idriss récitait les versets du Coran avec ses élèves, sa voix douce mais ferme. Idriss n'était pas un simple enseignant. Il était porteur d'un rêve, éveiller les âmes à la lumière du savoir et à la justice sociale. Fils d'un ancien talibé devenu cultivateur, Idriss avait grandi entre les champs de mil et les pages du Mushaf. Très tôt, il avait compris que la pauvreté de son peuple n'était pas une fatalité, mais le fruit d'un oubli, celui de la dignité humaine. Chaque matin, il enseignait non seulement les sourates, mais aussi les principes de solidarité, de partage et de résistance à l'injustice. Ses élèves, âgés de 7 à 15 ans, l'écoutaient avec fascination, car il liait les paroles divines aux réalités de leur quotidien. Le Coran est une révolution silencieuse, disait-il souvent. Il nous appelle à libérer les opprimés. Mais dans le village, tout le monde ne voyait d'un bon œil son enseignement. Le chef du village, vieux Boubacar, craignait que les paroles d'Idriss ne sèment la révolte contre l'ordre établi. Boubacar était lié aux grands commerçants de la ville, qui profitaient de la misère des paysans pour acheter leurs récoltes à vil prix. Idriss, lui, encourageait les villageois à créer une coopérative, à fixer leurs propres prix, à refuser l'exploitation. Un jour, après la prière du Dor, il réunit les anciens sous le grand baobab. 14. Le prophète nous a enseigné que le meilleur des hommes est celui qui est utile à sa communauté, déclara-t-il. Les anciens hochèrent la tête, certains convaincus, d'autres inquiets. Idriss proposa de lancer une école populaire, ouverte à tous, où l'on enseignerait le Coran, mais aussi l'histoire, la géographie et les droits humains. Nos enfants doivent connaître le monde pour mieux le changer, dit-il. La nouvelle fit le tour du village, et bientôt, des femmes, des jeunes, des vieux vinrent écouter ses cours. Il parlait de Bilal ibn Rabah, l'esclave affranchi devenu muezzin, comme symbole de libération. Il racontait l'histoire de Salman le Perse, qui avait traversé des terres pour chercher la vérité. Chaque récit devenait une graine semée dans les cœurs. Mais plus Idriss gagnait en influence, plus les puissants s'inquiétaient. Un jour, un homme en boubou blanc vint le voir après le Maghrib. Il se disait envoyé par le gouverneur, et lui proposa de quitter le village pour enseigner dans une grande école de la capitale. Idriss refusa poliment. « Mon combat est ici », répondit-il. La nuit suivante, des hommes brûlèrent une partie de son école. Les enfants pleurèrent en voyant les pages du Coran noircies par les flammes. Idriss resta calme. Il rassembla les villageois et récita la sourate Alpha Junior, par l'aube et les 10 nuits. Il leur parla de patience, mais aussi de résistance. Ensemble, ils reconstruisirent l'école, plus grande, plus solide. Les femmes apportèrent de l'éau, les hommes du bois, les enfants des sourires. Le feu n'avait pas détruit leur foi, il l'avait renforcée. Idriss commença à enseigner en plein air, sous le baobab, entouré de livres et de visages. Idriss commença à enseigner en plein air, sous le baobab, entouré de livres et de visages attentifs. Il introduisit des débats, que signifie la justice dans l'islam. Les jeunes prenaient la parole, citaient des versets, partageaient leurs rêves. Un garçon nommé Yacouba déclara « Je veux devenir juge pour défendre les pauvres ». Une fille, Aminata, dit « Je veux être médecin pour soigner sans demander d'argent ». Idriss souriait. Il voyait germer une génération nouvelle. Mais les tensions montaient. Le chef Boubacar convoqua Idriss. « Tu divises le village » accusa-t-il. Idriss répondit « Je ne divise pas, je réveille ». Boubacar le menaça « Si tu continues, tu seras banni ». Idriss pria la nuit entière, demandant à Allah la force et la sagesse. Le lendemain, il fit un sermon sur la sourate Al-Maun. As-tu vu celui qui traite la religion de mensonge? Il parla de ceux qui prient mais oublient les pauvres, de ceux qui récitent sans agir. Le sermon fit l'effet d'un séisme. Même les plus sceptiques commencèrent à réfléchir. Un groupe de jeunes créa une bibliothèque mobile, avec des livres religieux et sociaux. Une femme lança un atelier de couture pour les veuves. Le village se transformait, lentement mais sûrement. Mais dans l'ombre, les ennemis d'Idriss préparaient leur riposte. Un jour, alors qu'il revenait de la mosquée, il fut arrêté par des gendarmes. On l'accusa de « trouble à l'ordre public » et de « propagande subversive ». Les villageois se rassemblèrent devant la gendarmerie,
scandant « Libérez notre maître ». Les enfants brandissaient des pancartes « Le savoir n'est pas un crime ». Après 3 jours de pression, Idriss fut relâché. Il revint au village, accueilli comme un héros. Mais il savait que le combat ne faisait que commencer. Il réunit ses élèves et leur dit « Le savoir est une arme. Utilisez-le avec sagesse ». Le soleil se couchait sur Kourouma, mais une lumière nouvelle brillait dans les cœurs. Et Idriss, debout sous le baobab, regardait l'horizon, prêt pour la suite de son destin. Le retour des Idriss à Kourouma avait été célébré comme une victoire, mais il savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Les enfants reprirent les cours avec plus de ferveur, les adultes se réunissaient chaque soir pour discuter des projets communautaires. Idriss lança un nouveau programme, les Vendredis du Savoir, où chaque semaine un thème était abordé à la lumière du Coran et de la réalité sociale. Le premier thème fut « La justice dans l'histoire des prophètes ». Il parla de Moussa face à Pharaon, d'Ibrahim face aux idoles, de Mohammed face aux crèches. Les villageois comprenaient que leur lutte n'était pas nouvelle, mais inscrite dans une tradition prophétique. Un jour, une délégation d'un village voisin vint assister aux enseignements d'Idriss. Ils repartirent transformés, décidés à créer leur propre école populaire. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, un mouvement était né. Idriss ne voulait pas être un chef, mais un catalyseur. Il forma des enseignants, leur donna des livres, les encouragea à adapter les cours à leur contexte. Bientôt, 10 villages avaient leur propre école du Baobab, inspirée de Kourouma. Les autorités commencèrent à s'inquiéter. Ce n'était plus un homme, mais une idée qui circulait. Un imam influent de la capitale vint rencontrer Idriss. Il l'écouta, débattit, puis déclara « Tu es un réformateur, mais attention à ne pas devenir un révolutionnaire. » Idriss répondit « La réforme est une révolution lente. » L'imam repartit pensif, et quelques semaines plus tard, il invita Idriss à parler dans une grande mosquée de la ville. Ce fut un tournant. Des centaines de fidèles l'écoutèrent, certains pour la première fois entendirent parler de justice sociale en chair. Il cita la sourate Al-Hujura, « Les croyants ne sont que des frères. » Et il ajouta, « Mais la fraternité ne se limite pas aux mots. Elle exige des actes. » Après le sermon, des jeunes vinrent le voir, « Nous voulons créer une association. Peux-tu nous guider ?» Idriss accepta, mais insista, « Elle doit être fondée sur 3 piliers, foi, savoir, action. » L'association fut nommée Nour al-Haq, la lumière de la vérité. Elle commença par des campagnes d'alphabétisation, puis des aides aux orphelins, puis des débats publics. Le mouvement grandissait, mais les obstacles aussi. Des rumeurs circulaient, Idriss serait financé par des puissances étrangères, ou chercherait à renverser l'ordre religieux. Il répondit par le silence et le travail. Un jour, il fut invité à une émission de radio. Le journaliste tenta de le piéger, « Êtes-vous un islamiste radical ?» Idriss sourit, « Je suis un musulman radicalement engagé pour la justice. » La phrase fit le tour du pays. Certains l'adorèrent, d'autres le détestèrent. Mais il ne cherchait ni popularité ni pouvoir. Il voulait semer. Il retourna à Kourouma, où les enfants l'attendaient avec impatience. Il leur parla de l'importance de l'intention, les actes ne valent que par leurs intentions. Puis il lança un nouveau projet, une école mixte, où garçons et filles étudieraient ensemble, dans le respect des valeurs islamiques. Ce fut une révolution dans la région. Certains protestèrent, mais la majorité soutint. Aminata, la jeune fille qui voulait devenir médecin, fut la première à s'inscrire. Elle devint un symbole, une fille voilée, brillante, engagée. Idriss l'encouragea à parler en public, à écrire, à inspirer. Elle lança un journal, La Voix des jeunes croyants. Le journal circulait dans les villages, portait des messages de foi, de dignité, de changement. Mais un jour, un article critiquant la corruption locale provoqua une tempête. Le chef Boubacar, toujours en poste, exigea la fermeture du journal. Idriss refusa. Il déclara, « La vérité ne se négocie pas. » Boubacar tenta de le faire arrêter à nouveau, mais cette fois, les villageois bloquèrent les routes. Le préfet dut intervenir. Il convoqua Idriss et Boubacar pour une médiation. Idriss parla calmement, « Je ne cherche pas à détruire, mais à construire. » Le préfet, impressionné, proposa de créer un comité de dialogue entre les autorités et les enseignants coraniques. Idriss accepta, mais posa une condition, que les jeunes soient représentés. 46. Le comité fut créé,
et pour la première fois, des talibés, des femmes, des paysans eurent voix au chapitre. Le pays entier observait ce petit village devenu phare. Des journalistes vinrent, des ONG s'intéressèrent, mais Idriss restait prudent. Il disait, le changement durable vient de l'intérieur, pas des projecteurs. Un jour, il reçut une lettre, une invitation à parler à l'université islamique de Médine. Il hésita, pria, consulta ses élèves. Ils lui dirent, va, mais reviens. Il partit, et à Médine, il parla du lien entre spiritualité et justice sociale. Des savants l'écoutèrent, certains le critiquèrent, d'autres l'embrassèrent. Il revint à Kourouma, plus déterminé que jamais. Il lança une fondation, Al-Maune pour tous, dédiée à l'éducation, à la santé, et à la dignité. Le village devint un modèle, et Idriss, un mentor pour des centaines d'enseignants. Mais il restait humble. Il disait, je ne suis qu'un serviteur. Et chaque soir, sous le baobab, il récitait avec ses élèves, Rabbi Zidni Ilma. Seigneur, augmente-moi en savoir. Car pour Idriss, le savoir n'était pas une fin, mais un chemin, celui qui mène à Allah, à l'amour, et à la liberté.